Bonjour, c'est le docteur Ebri. On va voir ensemble le cours des comas. Pour cela, on va se baser sur le plan suivant. D'abord, quelques définitions du coma et de la conscience. On passera par la suite à un rappel anatomique du centre de l'éveil. On va énumérer dans le chapitre physiopathologie les principaux mécanismes physiopathologiques contribuant à la genèse du coma. On s'étalera dans le chapitre diagnostic avec ces trois volets, diagnostic différentiel, diagnostic positif et étiologique. Par la suite, on va apprendre ensemble à gérer le trouble de la conscience et on terminera par quelques notions sur la mort encéphalique. Le coma est un motif fréquent de consultation. Il représente 30% des hospitalisations en réanimation. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique qui met en jeu le pronostic fonctionnel et ou vital à court et à long terme. Plusieurs étiologies peuvent donner naissance à ce trouble avec des tableaux cliniques variables. Le pronostic dépend directement de la précocité et la qualité de la prise en charge initiale. On sait tous que le coma est un trouble de la conscience. Mais la question qui se pose, quelle est la définition de la conscience? Où se situe la conscience? Quelle structure anatomique responsable de la régulation de cette dernière? La conscience n'est pas une structure anatomique. C'est une entité formée de deux composantes. La vigilance ou l'éveil et la conscience du soi et de l'environnement, ou encore appelée éveil relationnel. La vigilance ou l'éveil, c'est la situation opposée au sommeil. C'est-à-dire que le patient peut ouvrir les yeux, peut parler et peut faire une activité motrice spontanément ou à la demande. L'évolution de cette fonction, elle est facile et rapide, peut être faite d'une façon objective et cela par le biais du score de Glasgow. Alors que la conscience du soi et de l'environnement comporte l'ensemble des fonctions corticales, des fonctions affectives et cognitives, qui permettent d'établir un discours cohérent et un comportement adapté à la situation. C'est la fonction qui guide notre façon de communiquer et notre façon de percevoir et de voir les choses. Le coma est défini par une altération profonde et durable de la vigilance et de la conscience du soi et de l'environnement, non réversible après une stimulation extérieure. Il est dû à une défaillance de la formation réticulée activatrice ascendante du tronc cérébral. Le centre de l'éveil est la structure réticulée activatrice ascendante. C'est la structure schématisée en rouge. Je dis bien schématisée parce que c'est un système anatomique à limite flou, imprécis. C'est une structure dispersée entre les différents noyaux du tronc cérébral. Elle s'étale de la partie inférieure du bulbe au thalamus à l'hypothalamus. Cette position intermédiaire lui permet une interconnexion ascendante et descendante des différentes parties du cerveau, ce qui explique que lors du sommeil, et suite à une stimulation périphérique, qu'elle soit motrice ou sonore, la transmission de ces stimuli au cortex cérébral provoque le réveil. Alors que lors de fortes stimulations, une réaction corticale est transmise au noyau du tronc cérébral, responsable des réactions adrénergiques. On déduit de tout ça que la vigilance ou l'éveil possède des projections thalamiques et la conscience du soi et de l'environnement est traduite par une activité thalamo-corticale. Plusieurs mécanismes physiopathologiques contribuent à la genèse du trouble de la conscience. Ces derniers peuvent être dus soit à une lésion sustentorielle avec un engagement central. Ça se voit dans les AVC hémisphériques avec engagement, un AVC hémorragique important avec un engagement et un effet de masse, un abcès cérébral par exemple. Autre mécanisme, c'est les lésions sous-tentorielles maintenant avec une compression directe du tronc cérébral.
c'est des lésions directes du tronc cérébral. Une hémorragie du tronc cérébral, par exemple, un infarctus du tronc cérébral, une tumeur cérébrale. Le troisième mécanisme qu'on énumère dans la genèse du coma est l'atteinte cérébrale diffuse, c'est-à-dire une atteinte de tout le cerveau, c'est-à-dire les hémisphères et le tronc cérébral. Ça se voit dans les atteintes lésionnelles causées par un œdème cérébral généralisé, une hyperpression intracrânienne ou fonctionnelle lors d'une intoxication, une anoxie par arrêt cardiaque, une hypoglycémie. Passons maintenant à un chapitre très intéressant qui est le chapitre diagnostic. On va voir dans ce chapitre tout d'abord le diagnostic positif. Avant d'examiner un patient comateux, avant d'interroger même l'entourage et les accompagnateurs, il faut procéder à une mise en condition initiale. Le patient comateux est un patient qui perd la faculté de contrôler ses voies aériennes supérieures, l'exposant ainsi à un risque d'hypoxie aggravant les lésions cérébrales préexistantes, exposant également à l'inhalation. Pour cela, il faut procéder à une libération des voies aériennes supérieures et l'installation du patient en position latérale de sécurité si ce dernier respire correctement. Dans le cas opposé, si le patient ne respire pas correctement, on doit procéder à une ventilation au masque à fort débit, voire un contrôle des voies aériennes par le biais d'une intubation orotrachéale si on maîtrise la technique et si le matériel est disponible. Deuxième situation, si notre patient maintenant est en hypotension, il est en collapsus, ça entraîne une hypoperfusion cérébrale, donc ça aggrave notre coma. Il faut donc gérer cette situation. On doit poser une voie veineuse périphérique de bon calibre et entamer un remplissage. Rechercher en dernier une hypoglycémie. C'est impératif, c'est une démarche impérative à faire. Non seulement il faut la rechercher, mais il faut la corriger rapidement. Il faut surveiller notre patient après l'avoir scopé, si on a les moyens. Comme tout examen clinique, l'examen du comateux, après l'avoir mis en condition, doit commencer par une anamnèse. On interroge les accompagnateurs, les sapeurs-pompiers, le médecin du SAMU. Alors on doit rechercher systématiquement certains points. La première des choses, bien évidemment, les antécédents du patient. Est-ce que c'est un patient diabétique? Est-ce qu'il présente une épilepsie? Est-ce qu'il présente un trouble hormonal, type hypothyroïdie, hyperthyroïdie? Est-ce qu'il a subi un traitement récent par une corticothérapie à long cours? La notion de voyage récent dans des endémies de maladies infectieuses, la prise de médicaments psychotropes entrant dans le cadre d'une maladie psychiatrique et certainement rechercher l'habitude toxique, surtout si le patient est jeune. Le deuxième point, c'est rechercher le traitement en cours. Traitement insuline, les hypoglycémiens oraux, les morphiniques, les hormones thyroïdiens, le traitement anticoagulant. Rechercher en troisième lieu les circonstances découvertes. C'est un point très important. La notion de retrouver le patient inconscient dans un endroit comme la salle de bain oriente vers une pathologie comme l'intoxication au CIO, notion d'accident, la notion de prise médicamenteuse et l'existence de flacons et de boîtiers de médicaments dans l'entourage. En dernier lieu, il faut rechercher l'histoire de la maladie, c'est-à-dire la chronologie, la survenue de ce trouble de la conscience. Rechercher la notion de fièvre, la notion de douleur abdominale, les vomissements, les fallets en casque matinaux, la notion de grossesse. Après la mise en condition du patient comateux et l'anamnèse des accompagnateurs, vient le tour de l'examen clinique. L'examen clinique du comateux doit répondre à certains impératifs. Alors, il doit être complet, rapide, simple, systématisé, conduit avec rigueur et surtout répété. Il doit rechercher la défaillance respiratoire et circulatoire. Il doit évaluer la profondeur du coma, rechercher des signes de localisation, évaluer la respiration de la victime,
examiner ses pupilles, rechercher une raideur méningée et examiner la peau et chiffrer la température. L'évaluation de la profondeur du coma se fait actuellement par le score de Glasgow. Plusieurs évaluations antérieures subjectives rendaient difficile cette tâche. Mais l'observation du rendement du score de Glasgow, qui est facile, répétitif, dans le traumatisme crânien, a poussé les praticiens à l'adapter pour tout type de coma. C'est un score universel destiné à quantifier la profondeur du coma. Un score formé de 3 items. L'ouverture des yeux, la réponse verbale, la réponse motrice, coté de 3 à 15, de 3 15e à 15 sur 15. Les seules stimulations nociceptives utilisées sont la pression sous-orbitaire et l'appui au lit de l'ongle avec un stylo. En cas d'une asymétrie à l'examen, la meilleure réponse obtenue est celle qui est retenue. C'est-à-dire, si le patient présente une paralysie d'un côté, lors de sa stimulation, la réponse, elle est absente, donc côté A1. Si on stimule le côté contralatéral, on a une réponse bien cotée, donc on prendra la cotation la plus élevée. Le score de Liège est un score qui évalue les réflexes du tronc cérébral. On le réalise exclusivement dans les comas profonds. Il est formé de 5 réflexes. Le réflexe fronto-orbitaire, le réflexe oculocéphalique vertical, le photomoteur, l'oculocéphalique horizontal, l'oculocardiaque. Donc, c'est un score coté de 5 à 0. Actuellement, on parle d'un score Glasgow-Liège. On combine le score de Glasgow, score de Liège, dans les comas profonds, évidemment, et ainsi on parle d'un score coté sur 20. D'accord. Le score fronto-orbitaire, on l'obtient en tapant sur le front. En tapant sur le front, chez un sujet normal, il y aura normalement un clignement. En cas d'atteinte du tronc cérébral, ce réflexe est absent. L'oculocéphalique vertical, donc si on mobilise la tête dans un sens vertical, c'est-à-dire de bas en haut, normalement les globes oculaires suivent le mouvement. En cas d'atteinte cérébrale, il n'y aura pas cette suite. Le photomoteur, donc l'exposition des pupilles à une source lumineuse, entraîne la réactivité. En cas d'atteinte du tronc cérébral, cette faculté est perdue de façon bilatérale ou unilatérale, c'est la contraire, c'est unilatérale. L'oculocéphalique horizontal, c'est le même principe que l'oculocéphalique vertical, donc c'est la mobilisation horizontale de la tête et on observe le mouvement des yeux. Normalement, les yeux, ils suivent le mouvement de la tête. L'atteinte cérébrale, on aura un mouvement autre. L'oculocardiaque, une compression du globe oculaire entraîne une bradycardie. Donc le score de Liège est un score important dans les comas profonds. Il favorise, il participe au diagnostic de la mort encéphalique qu'on va voir ultérieurement. L'examen des pupilles est la deuxième partie de l'examen neurologique. Elle est systématique, il doit être répété. Je vous rappelle que la pupille est le cercle noir au centre de l'œil. Donc, son examen doit rechercher systématiquement le diamètre ou bien la taille des pupilles. Donc, on distingue la médriase qui est l'augmentation du diamètre de la pupille. L'hémiosis, c'est la réduction, la diminution du diamètre de la pupille. La symétrie, est-ce qu'il y a une différence dans le diamètre des deux pupilles entre médriase une taille normale ou bien myosis une taille normale? La présence d'une réactivité à une source lumineuse, donc on expose une source lumineuse d'une façon brutale à l'œil et on verra la réactivité, donc c'est la modification du diamètre de la pupille. Et on distinguera certaines anomalies qu'on va voir dans la plaque suivante. L'examen des pupilles doit être systématique et répété. Il apprécie la taille des pupilles, la symétrie
et leur réactivité suite à la stimulation par une source lumineuse. 4 situations anormales sont à retenir. Soit un myosis bilatéral réactif. Il traduit une intoxication morphinique à l'héroïne ou bien une lésion diencéphalique. Une médriase bilatérale réactive. Signe l'intoxication barbiturique à l'éthanol ou bien une hypoglycémie grave. La médriase, quand elle est bilatérale réactive, c'est une situation grave et traduit une atteinte majeure du tronc cérébral. Quant à la médriase unilatérale, elle traduit une compression unilatérale du tronc cérébral suite à un engagement. C'est une situation d'urgence nécessitant l'acte opératoire. Je dois souligner que je dois vous préciser que la médriase est l'augmentation de la taille de la pupille et le myosis est la diminution de la taille de la pupille. La recherche des signes de localisation ou de focalisation est un élément important dans les comas. Cependant, il est important à signaler que ce signe n'est pas retrouvé dans les différents types des comas. L'absence des signes de localisation nous oriente vers un coma métabolique, endocrinien ou toxique. Ces 3 types de coma ne présentent pas de signes de localisation. L'existence d'un signe de localisation oriente vers un coma traumatique, un coma vasculaire, un coma tumoral ou vers l'existence d'un abcès du coma. Très bien. Qu'est-ce qu'un signe de localisation? Un signe de localisation, c'est un signe clinique qu'on objective dans le corps humain et qui nous permet de le relier à une atteinte cérébrale, c'est-à-dire un patient qui ne peut pas parler. On parle dans cette situation d'une aphasie. C'est un signe qu'on ne voit, qu'on constate cliniquement, qui traduit une atteinte temporale gauche. Plusieurs examens complémentaires demandés par le praticien contribuent à éclaircir le diagnostic surtout étiologique et voir le retentissement. Tout d'abord, la biologie, un bilan préopératoire. On ne sait jamais si notre patient présente une indication opératoire urgente. Dans ce cas, le bilan doit être prêt. Alors, on doit demander systématiquement une formule, une crasse sanguine, un ionogramme sanguin, une glycémie veineuse et effectuer une glycémie capillaire, une gazométrie à la recherche d'une hyperlactacidémie, une calcémie, une chlorémie, un ionogramme sanguin, recherche toxique avec dosage de la carboxyhémoglobine si les circonstances orientent vers une intoxication au CO, dosage de la paracétyloïmie si on suspecte un coma hépatique suite à l'ingestion de doses toxiques du paracétamol. On effectue également un dosage de la vitamine B1, dosage des hormones thyroïdiennes, corticales, des hémocultures, une PL et une goutte épaisse. Les examens radiologiques, quant à eux, peuvent contribuer en objectivant les lésions cérébrales directement, telles que le scanner cérébral, l'IRM cérébral. Certes, elle est plus performante, mais la réalisation de cet examen dans l'urgence est un peu difficile vu que le patient est généralement intubé et scopé. Un Doppler transcrânien renseigne beaucoup sur la pression intercrânienne et en dernier, un EEG, intérêt diagnostique surtout dans les états de mal épileptiques réfractaires. Certaines situations cliniques peuvent mettre le praticien dans le doute. C'est un trouble de la conscience, mais qui est inhabituel. Ces situations sont en général l'hypersomnie chronique. Alors l'hypersomnie chronique est un trouble du sommeil observé au cours de certaines atteintes hypothalamo-diencéphaliques. C'est un patient qui dort trop. Pour la différencier d'un coma, alors c'est une situation clinique qui présente un sommeil prolongé, répété, mais il existe certains éléments qui orientent vers ce diagnostic, tels que les bâillements fréquents, les mouvements d'étirement et le caractère le plus important qui est la réversibilité
de l'état de conscience après un stimulé. La deuxième situation est le Lukudin syndrome, ou encore appelé le syndrome de désafférentation motrice. Ce syndrome correspond à une suppression de toute activité motrice volontaire au niveau des membres. Le sujet ne peut effectuer aucune activité motrice volontaire, sauf les mouvements verticaux des yeux et l'ouverture et la fourniture des paupières qui sont conservées. La troisième situation est le mutisme akinétique. C'est un état d'éveil apparent. Le sujet a les yeux ouverts, mais ne peut ni parler ni effectuer une activité motrice. Il correspond à une atteinte hémisphérique profonde ou médiane. La situation, la stimulation ou l'état d'hystérie, c'est un diagnostic d'illumination avec le coma. Il survient chez un patient qui semble être comateux, mais qui présente une résistance lors de la tentative d'ouverture des yeux et avec un mouvement d'évitement. Si on prend le bras de la victime et on essaie de la faire tomber sur le visage, alors il évitera ça. Le traumatisme est une cause fréquente du trouble de la conscience. Le diagnostic est évident, vu les circonstances, si on assiste à l'accident. Dans le cas contraire, on peut objectiver des lésions, déformations, un saignement. La chose la plus importante dans le coma traumatique, il faut faire attention lors de la mise en condition de la victime et surtout lors du ramassage pour ne pas aggraver une lésion du rachis cervical préexistante. Donc, éviter de mobiliser la victime dont le rachis cervical n'est pas immobilisé en attendant l'arrivée des secouristes. Partons du principe que tout patient comateux dans un traumatisme ou dans les circonstances qui sont inconnues, il est considéré comme traumatisé du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire. De ce principe, le praticien doit réaliser une TDM cérébro-cervicale à la recherche de lésions cérébrales nécessitant un acte neurochirurgical urgent, type hématome extradural, hématome sous-dural, une embarrure qui est l'enfoncement de l'os de la botte crânienne dans le parenchyme pouvant entraîner une brèche au niveau du parenchyme cérébral. La TDM, si elle est réalisée précocement, peut ne pas montrer des lésions expliquant trouble de la conscience. Et dans cette situation, on ne parle pas d'une TDM anormale, on parle d'un scanner précoce. Dans certaines situations, les lésions nécessitent un minimum de 3 heures pour apparaître. Donc, il faut, devant tout traumatisé, mentionner l'horaire de l'accident, l'horaire du premier scanner, et ne pas hésiter à faire une TDM s'il y a aggravation ultérieure. La raison pour laquelle j'ai commencé les comas non traumatiques par le coma infectieux n'est pas par sa fréquence, mais plutôt par sa gravité. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Elle peut être secondaire à plusieurs pathologies qui peuvent donner naissance à ce tableau clinique, à savoir une méningite, qu'elle soit bactérienne ou virale, ou mycosique, une méningoencéphalite, un abscesse cérébral, un neuropaludisme. Enfin, toute infection grave peut s'accompagner d'une encéphalite septique, surtout chez les âges extrêmes, enfants et sujets âgés. Devant tout coma fébrile, ayez le réflexe d'examiner la politique du membre. Si vous constatez une ecchymose ou une pétéchie, essayez de l'encirculer avec un stylo et suivre l'évolution. Ne pas se contenter de chiffrer la température, mais plutôt faire une courte température. L'aspect de l'évolution de la température journalière est un élément important qui contribue au diagnostic. C'est le cas, par exemple, du neuropaludisme, où on a une caractéristique de la température qui est une fièvre quartz. En plus de l'imagerie cérébrale qui est un élément important devant tout coma, réaliser une PL est primordial dans le coma fébrile, après avoir éliminé les contre-indications.
qui sont essentiellement les troubles de la grâce et la présence de signes d'hyperpression intracrânienne. Le coma vasculaire est dû à une obstruction, voire ou une rupture d'un vaisseau cérébral, qu'il soit artère ou veine. On distingue ainsi l'AVC hémorragique, qui est la conséquence d'une rupture d'une artère cérébrale. Une hémorragie méningique correspond à une rupture de l'artère sous-arachnoïdienne. L'AVC ischémique correspond à l'obstruction de l'artère cérébrale. Et une thrombophlébite cérébrale qui est la résultante d'une obstruction d'une veine cérébrale. Cette entité doit être évoquée devant tout trouble de la conscience avec signe de localisation d'installation brutale. Le caractère brutal de la survenue du trouble de la conscience et des signes de localisation est fondamental, surtout chez une personne présentant des facteurs de risque cardiovasculaire, poussant le praticien à réaliser une TDM cérébrale sans injection de produits de contraste pour l'AVC ischémique, l'AVC hémorragique, l'hémorragie méningée, et une TDM avec injection de produits de contraste et de préférence une angio-IRM pour diagnostiquer la thrombophlébite cérébrale. Les comas métaboliques, c'est des comas à début rapidement progressif. En tête de file vient le coma hypoglycémique. C'est une situation à rechercher systématiquement car elle est rapidement détectable et elle est rapidement réversible si on la corrige à temps. Par contre, une hypoglycémie qui dure, elle sera responsable de lésions invalidantes. Le coma hypoglycémique est l'apanage du diabétique type 1 lors d'un effort intense, une augmentation de la dose de l'insuline lors d'un jeûne, mais aussi lors de la prise d'alcool. Elle est définie par un taux de glycémie inférieur à 5 millimoles par litre. C'est un coma brutal, souvent agité, avec signe d'irritation pyramidale, accompagné de médriase bilatérale réactive, des sueurs profuses et une peau froide. Ce n'est pas une règle. Tout coma est un coma hypoglycémique jusqu'à preuve du contraire. Le tableau clinique du coma hypoglycémique peut revêtir n'importe quel aspect. Donc, prudence. Il faut la rechercher et la traiter. Le traitement consiste à une perfusion de glucosé, 50 cc de sérum glucosé à 30%. Par défaut, une injection intramusculaire du glucagon de 1 à 3 mg en IM. Le coma hyperosmolaire touche également le diabétique, mais cette fois-ci le diabétique type 2. C'est un coma grave avec un taux de mortalité très élevé. Il peut être causé par une infection, une situation agressive telle qu'un AVC, un acte chirurgical, une corticothérapie à forte dose. Il se traduit cliniquement par un coma avec une déshydratation très importante. La biologie retrouve une glycémie supérieure à 6 grammes, une insuffisance rénale, les signes de déshydratation, une hyperosmolarité supérieure à 350 milliosmoles par litre. Je vous ai mis dans la diapo la formule pour calculer l'osmolarité. Alors, pour l'évaluer la glycémie, ne pas les mettre en grammes par litre, mais plutôt en millimoles par litre. Donc, il faut convertir. L'élément le plus important en biologie qui est en faveur du coma hyperosmolaire, c'est l'absence de l'acidose à la gazométrie et surtout l'absence de corps cétonique à la bandelette urinaire. Et cela dû au caractère insulinopénie relative, contrairement à l'acidose diabétique qui a une insulinopénie absolue. Le coma hyperosmolaire est dû à une insulinopénie relative du diabète.
Le traitement consiste à une réhydratation lente. Je dis bien lente. Elle doit s'étaler sur au moins 48 heures. Une insulinothérapie à la SAT, une supplémentation potagique toujours et surtout le traitement du facteur en cause. L'encéphalopathie hépatique ou le coma adulte de l'insuffisance hépatique est une situation gravissime. Elle correspond à l'incapacité du foie à épurer et détoxifier le corps de l'ammonium sérique, substance toxique directement sur le cerveau par l'effet de son précurseur qui est glutamate. Elle causera par la suite un coma associé avec une médriase, un ictère, trouble de la coagulation, état de choc, hypovolémique, avec une acide et un syndrome hépatorénal, c'est-à-dire un tableau d'insuffisance hépatique et d'insuffisance rénale. Parfois, on retrouve une hypoglycémie associée dans le tableau clinique. Le traitement consiste tout d'abord à l'arrêt de tout médicament sédatif et tout médicament à épuration hépatique, arrêt de toute alimentation riche en protéines animales et favoriser les régimes qui comprennent les protéines végétales, une supplémentation en vitamine B1, B6, une supplémentation en albumine, une correction d'une hypoalbuminémie, une correction des troubles de l'hémostase et l'administration du lactulose par voie orale avant de traiter la cause. L'encéphalopathie de Gaia-Wernicke ou le coma causé par la carence en vitamine B1 se voit surtout chez le patient alcoolique et le dénutri. Il peut se voir également chez la femme enceinte qui présente des vomissements incoercibles. C'est un coma qui associe trouble de la vigilance de profondeur variable avec une paralysie oculomotrice, un syndrome cérébelleux qui regroupe les troubles de l'équilibre, un nystagmus, trouble de la coordination. L'évolution, elle se fait rapidement vers le coma si on injecte un sérum glucosé sans supplémentation en vitamine B1. Le traitement est basé sur l'administration intraveineuse de la vitamine B1 au thiamine. Pour les comas endocriniens, plusieurs situations peuvent être vues. On commence par le coma le plus fréquent, c'est le coma de l'hypothyroïdie, ou également appelé le coma myxœdémateux. Le coma myxœdémateux est un coma calme chez un patient présentant un faciès particulier. Une présentation clinique particulière, c'est un patient qui présente une pâleur du fait de l'anémie, un œdème généralisé blanc mou gardant le godet avec une hypothermie, une bradycardie, une constipation. Il complique souvent les thyroïdectomies sans substitution d'hormones thyroïdiennes. Le traitement, bien sûr, c'est les hormones, c'est l'administration d'hormones thyroïdiennes. D'autres causes hormonales peuvent donner également naissance à un coma, comme l'hyperparathyroïdie. Dans cette situation, le patient présentant le tableau d'une thyrotoxicose avec une tachycardie, une exophthalmie, qui peut être due à une intervention chirurgicale chez un patient qui n'est pas en euthyroïdie, c'est-à-dire qui n'est pas équilibré sur le plan hormonal. L'insuffisance cérébralienne également peut donner un coma par le biais d'un collapsus, donc c'est une hypoperfusion cérébrale ou par une hypoglycémie. Donc le traitement, c'est l'administration des hormones thyroïdiennes pour le coma dû à l'insuffisance surrénalienne, et pour l'hyperparathyroïdie, il ne faut jamais opérer un patient en hyperthyroïdie ni faire de gestes invasifs. On risque la mort du patient sur table. Le coma toxique est de loin la cause la plus fréquente des troubles de la conscience, surtout chez les jeunes, et a un profil particulier. Donc, doit être évoqué devant tout coma de circonstances inexpliquées. Il faut rechercher un toxidrome. Qu'est-ce qu'un toxidrome? Le toxidrome, c'est l'ensemble de signes cliniques qui orientent vers une famille thérapeutique. L'administration d'un médicament d'une famille thérapeutique. Je vous donne un exemple. Le patient qui présente un coma avec une détresse respiratoire, une bradycardie et un myose serré oriente vers la prise d'héroïne ou de morphinique. C'est un élément très
très important. Le coma toxique ne présente pas de signe de localisation. Il est réversible après avoir éliminé la substance toxique. Dans ces situations et devant toute suspicion de coma toxique, on doit réaliser un prélèvement sanguin, urinaire et digestif à la recherche d'un produit toxique. Devant tout coma dépassé, il faut exclure la notion de prise toxique. Dans les comas d'origine tumorale, l'état clinique antérieur, l'examen clinique antérieur est rarement normal. Le début du coma n'est jamais brutal, il est souvent progressif. Pour cela, il faut toujours bien interroger le patient sur des troubles neurologiques, même transitoires et éphémères. Le coma est occasionnellement l'état inaugural d'une tumeur. Dans le coma post-comitial et de façon générale, en absence de cause évidente, en imagerie cérébrale ou en biologie, il convient de réaliser un EEG de manière à éliminer un édéma épileptique infraclinique ou une phase post-critique de crise comitiale généralisée. Le traitement étiologique ou spécifique des comas dépend de l'étiologie. C'est évident que lors d'une lésion neurochirurgicale imposant un traitement neurochirurgical urgent, l'intervention sera de mise. Donc, on doit évacuer un hématome extradural, un hématome sous-dural, on va drainer une hydrocéphalie aiguë, on doit enlever une embarrure. Le deuxième volet thérapeutique dans le traitement étiologique spécifique du coma, c'est le traitement anti-œdème. Le traitement anti-œdème n'est pas spécifique d'un type de coma. Tout coma présentant un œdème cérébral bénéficiera de ce traitement. Alors, on peut utiliser la sédation, c'est-à-dire on met au repos le cerveau pour diminuer la consommation d'oxygène, diminuer la consommation cérébrale en oxygène, la corticothérapie pour réduire l'inflammation, une osmothérapie, c'est la perfusion brutale d'une substance osmotique qui fait un appel d'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, déshydratant ainsi la cellule et luttant contre l'œdème cérébral. On doit corriger tout trouble métabolique, resucrage et hypoglycémie, correction d'une hyperuricémie, adjonction des hormones thyroïdiennes, des hormones surrénaliennes de cortisol, administrer de l'insuline, de la vitamine B1, traiter un état de mal épileptique avec l'association des anticonvulsivants à courte et à longue durée, traitement antibiotique et traitement antiviral si méningite ou méningo-encéphalite et traitement antidote en cas d'intoxication. L'intoxication au CO, c'est l'oxygénation hyperbare. L'intoxication au cyanure, c'est la vitamine B12 ou l'hydroxy cobaltamine. Les morphiniques, c'est le naloxone. Les benzodiazépines, c'est le flumazénil, etc. L'évolution des comas peut se faire vers la guérison avec une restitution ad integrum, c'est-à-dire le patient guérira de son coma sans garder de séquelles. C'est l'exemple du coma métabolique, toxique, une hypoglycémie, une hyperglycémie, si cette situation est diagnostiquée et prise en charge de façon adaptée à temps. L'évolution du coma, elle peut être émaillée de complications, soit des complications liées à la pathologie initiale, c'est-à-dire à la cause du coma, et dans ce cas on aura des monoplégies, des aphasies, des paralysies faciales, ou des complications liées aux soins, comme la pneumopathie acquise sous ventilation, c'est-à-dire c'est une infection respiratoire chez le patient intubé ventilé, des thrombophiles du membre inférieur, des escarres, des rétractions tendineuses. Malheureusement, l'évolution peut être fatale et
sera responsable d'une mortalité du sujet comateux. Les facteurs pronostiques qui déterminent l'évolution du coma sont variables. Il peut s'agir de l'étiologie. Un coma d'origine tumorale et un coma d'origine toxique, ce n'est pas le même pronostic. La précocité de la prise en charge, une hypoglycémie prise immédiatement avec une hypoglycémie prise après 2-3 heures, ce n'est pas la même chose, les séquelles sont installées. La qualité de la prise en charge initiale, l'âge, les âges extrêmes sont des facteurs de mauvais pronostic et surtout les antécédents du patient également. La mort encéphalique ou mort cérébrale est définie cliniquement par 3 paramètres. L'absence totale de la conscience et de l'activité motrice spontanée, c'est-à-dire on aura un score de Glasgow 3/15. C'est un état de coma profond. Une abolition des réflexes du tronc cérébral, donc un score de Glasgow, Liège côté 3/20, et l'absence d'une ventilation spontanée vérifiée par l'épreuve d'hypercapnie. Chez un patient qui n'est pas un stade dépassé de coma, l'hypercapnie stimule les centres respiratoires et déclenche un cycle respiratoire. Chez le patient comateux, cette faculté est perdue. Le diagnostic paraclinique de la mort encéphalique, indispensable à réaliser pour confirmer cette entité, se base sur deux EEG isoélectriques pendant 30 minutes à 4 heures d'intervalle. C'est-à-dire on réalise un enregistrement EEG initial, il sera plat pendant 30 minutes. 4 heures après, on réalisera un deuxième EEG, il doit être plat pendant 30 minutes pour confirmer qu'il s'agit de la mort encéphalique. Autre examen paraclinique qui confirme le diagnostic de la mort encéphalique, c'est l'examen angiographique des 4 axes vasculaires cérébraux qui n'objectivent aucun flux sanguin. Au terme de cette présentation, je vais vous rappeler quelques messages que j'ai insisté durant tout notre cours à faire passer. Et j'espère que vous les avez gardés à l'esprit. Le coma est une urgence diagnostique et thérapeutique. Alors, devant tout coma, il faut éliminer une hypoglycémie, réaliser un dextro et resucrer le plus tôt possible. Tout patient comateux est un traumatisé du rachis jusqu'à preuve du contraire. Avant d'examiner le patient comateux, il faut procéder par une mise en condition avec libération des voies aériennes supérieures et corriger les troubles hémodynamiques. Effectuer une anamnèse minutieuse à la recherche de circonstances, de facteurs favorisants et surtout les antécédents et les thérapeutiques prises par le malade. Réaliser un examen neurologique détaillé, systématique et surtout répété. Faites les examens que vous jugez utiles au diagnostic en fonction des circonstances et en fonction des données que vous avez. Traitez sans tarder le coma. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou des remarques, vous me contactez sur mon email farida.ibri@yahoo.com. Bon courage.